Allez, à présent, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour David. Ravi de vous avoir, spécialiste de la gestion de crise. Vous publiez partout où je passe les mêmes erreurs, préfacé par Nicolas Dufourcq, patron de la BPI, qui était chez nous il y a quelques temps. Aux éditions Erol, les conseils d'un serial redresseur d'entreprise pour réussir sa gestion de crise et se transformer. On va évidemment parler du livre, c'est votre actualité, mais dans l'actualité, vous le savez, vous qui êtes un spécialiste des entreprises en difficulté, on a beaucoup parlé depuis la crise de cette vague de faillite qui devait s'abattre sur la France, qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant. Il y a beaucoup de plans sociaux, c'est dramatique. Soit dit en passant, les plans sociaux, c'est 50 000 destructions de postes sur 7 000 ou 700 000 ou 800 000 destructions de postes en France. Donc voilà, ils sont souvent dans le radar de l'actualité, mais voilà, il n'y a pas que les plans sociaux. Et donc on nous parle de cette vague de faillite qu'on ne voit pas vraiment pour l'instant de manière massive. Selon vous, vous l'avez dit, il faudrait que je retrouve le média, mais je l'ai vu, vous avez dit le 7 octobre, donc c'est demain. Le 7 octobre, vous l'avez daté, tout pourrait changer, avec pour le coup une journée noire pour les faillites. Expliquez-nous un petit peu, parce que là vous avez pris un risque là, sur le 7 octobre. J'ai pas exactement dit ça. Ah, il faut toujours se méfier des titres qui sont repris. Vous tapez Arnaud Marion 7 octobre. Il n'y a pas de souci, c'était dans Challenge, et, en juillet, et je le maintiens. En fait, il y avait des dispositions qui ont été prises pendant le Covid pour éviter d'avoir cette vague de faillite, et donc du coup les entreprises avaient cette possibilité de ne pas se déclarer en cessation des paiements, et ce sursis se terminait le 23 août. Donc si vous comptez les 45 jours dans lesquels vous devez vous déclarer, vous allez du 23 août au 7 octobre. Ça veut dire ça en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe potentiellement par C'est pas demain c'est pas une date coup près, c'est-à-dire que depuis le 23 août, les entreprises qui étaient en cessation des paiements devaient absolument se déclarer, parce que vous savez que c'est une obligation du chef d'entreprise. C'est donc le début des faillites. En revanche... C'est l'heure de vérité pour les faillites? C'est le début? Oui, c'est l'heure de vérité, parce qu'on passe d'un système d'exception et on va aller vers de plus en plus un système de normalisation. Mais en fait, les chiffres ne montrent rien de tout ça. Ils sont même plus bas que la normale. L'an dernier, c'était une bonne année de croissance. 50 000. Il y a eu 50 000 faillites. On est autour de 50 000 autour de 50 000. Et puis, ça monte un peu plus selon les soubresauts de l'économie. Et là, on est à un rythme inférieur. Tout le monde le dit, et je le pense volontiers, que l'an prochain, en 12 mois glissants, on va passer certainement sur un rythme de 70 000. Donc 20 000 de plus qu'une année normale. Mais pour l'instant, on ne voit rien venir, mais c'est un faux calme et c'est un faux plat. On ne voit rien venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des soins palliatifs qui sont organisés par l'État. On en parlait avec Jean-Marc Vittori tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'abord le PGE. Je rappelle qu'il y a eu 120 milliards d'injectés dans l'économie. Et tant mieux. Dont une grosse partie qui est thésaurisée, comme vous l'avez entendu, entre 80 et 100 milliards. C'est comme les ménages. Le patron de la CPME nous l'a dit, ça, effectivement. Oui. Beaucoup d'argent a été... On thésaurise, c'est l'épargne de précaution des entreprises, qui est quelque chose de nouveau. Mais cela dit, c'est normal. Entre mars et mai, personne ne pouvait savoir comment ça se déroulerait par la suite. Vous avez les mesures de chômage partiel qui sont colossales en termes d'aide et qui donnent un bassin d'oxygène. Et donc ça retarde le coup près de la faillite? Oui, c'est tant mieux si on peut retarder un peu les choses. Oui, mais je ne suis pas certain, c'est faux calme et faux plat pour moi. Je ne suis pas certain que ce soit positif. Alors c'est peut-être positif pour la gestion des chiffres, des désastres et ce genre de choses. Mais en fait, ça veut dire que vous avez des entreprises qui sont plus du tout au goût du jour ou qui n'arriveront pas à retomber sur leurs pieds si ce n'est pas que conjoncturel. Vous savez, un bar, on lui dit de fermer. Le jour où il rouvre, il remarche de nouveau. Oui. Voilà. Une boîte aujourd'hui qui fait faillite, c'est pas dû à une transformation ratée, c'est pas dû à, à une mauvaise gestion. Si je vous retire à votre boîte, si vous en avez une, 2 tiers de votre chiffre d'affaires, vous coulez ou vous réduire la voilure. C'est pas là pour tout le monde, ça. Donc ça, c'est bien. Mais en revanche, sur la longue durée, on va s'apercevoir, si vous voulez, que c'est une espèce de drogue dure à laquelle on est addict. Et puis n'oubliez pas que l'État a fait également des facilités pour étaler les charges sociales, les impôts. Donc vous avez 3 paramètres qui ont joué en faveur des entreprises. Juste titre, encore une fois, il fallait le faire, non? Oui, je pense, oui. Moi, je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Simplement, j'essaye d'analyser. Que serait-il passé si on ne l'avait pas fait? Ça aurait été dramatique. Là, on aurait eu... C'est comme ça qu'on a évité, justement, cette vague, ce tsunami de plans sociaux, enfin de faillite. Moi, je vis à Londres. Donc, je peux vous dire, je vois ce qui se passe à Londres, qui est quand même une ville, vous voyez, je l'ai mis à l'imparfait. Très dynamique, très entrepreneuriale, etc.
Les restaurants, ce genre de commerce, ils n'ont pas de PGE. Ils ont eu un régime de furlough scheme, qui est un régime de chômage partiel, et puis c'est tout. Voilà, rien d'autre. Vous avez des chaînes comme Pret-à-Manger, ils sont à moins 85% dans la City en termes de chiffre d'affaires et moins 70% sur Londres. Bon, et sur les faillites en France, après on passe à autre chose. Donc tout reste devant, c'est-à-dire que... Oui. Oui, on pousse les mesures palliatives poussent le problème devant. Moi, et les étale peut-être aussi, ce qui est peut-être pas... Ça va les étaler dans le temps, ce sera moins douloureux, ça va permettre d'imaginer aussi, on le voit bien, un certain nombre de dispositifs de transition. La grosse vague, n'oubliez pas que la crise de 2008, ça a duré pendant 2-3 ans à peu près, les restructurations d'entreprises. 2021, la sortie complète du chômage partiel, mais je pense qu'ils auront du mal à sortir complètement du chômage partiel. Ils seront obligés de le maintenir sur des secteurs. Quand on dit aux bars, vous fermez, vous êtes obligé de les aider, quoi. Ça, c'est quelque chose de normal. Cette sortie-là jouera, et vous verrez qu'en 2021, à peu près au niveau du premier semestre, fin du premier semestre, là, on va rentrer dans le dur. On aura été 1 an après le Covid, on sera avant les vacances. Et vous savez, cette crise planétaire, elle a mis tout le monde sur la même ligne de départ. Elle ne va pas mettre tout le monde sur la même ligne d'arrivée en même temps. On voit bien qu'il va y avoir les plus agiles, ceux qui étaient beaucoup plus en phase, qui avaient un modèle économique plus résilient, qui vont s'en sortir. Agilité, résilience, ce sont les maîtres mots justement pour sortir par le haut de cette crise. Mais en même temps, quand on est dans la crise, on a le nez collé au guidon. Donc pour s'en sortir, est-ce qu'on arrive à avoir cette hauteur de vue Il faut l'avoir. Justement, parce que se transformer en période de crise, c'est qu'on n'a pas le choix, vous me direz. Oui, mais c'est, vous savez, ce que j'ai constaté, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre comme ça, c'est que très souvent, les chefs d'entreprise vous expliquent que quand ils ont des difficultés, c'est toujours conjoncturel. Et en fait, ce que je constate, c'est que c'est toujours structurel, mais accéléré par un phénomène conjoncturel. Pour certains, ça a été la crise russe, pour d'autres, les gilets jaunes, pour d'autres, les grèves, bien évidemment, le Covid. Oui, c'est des gros accélérateurs. Oui, mais c'est difficile de se projeter quand on est en train d'écoper et qu'on enlève l'eau et que le bateau prend l'eau de toutes parts. Écoutez, la difficulté du chef d'entreprise, c'est de se projeter dans un monde qui ne se prévoit plus. Et ça, c'est la grande difficulté. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez terminé avec Jean-Marc Vittori sur l'incertitude. Radicale. Et vous voyez, oui, mais on est passé de la notion de risque à l'incertitude. Sur lequel on a du mal à mettre des probabilités. À l'Académie militaire de West Point aux États-Unis, on vous parle du monde VUCA, c'est-à-dire vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguous. C'est ça le monde aujourd'hui du chef d'entreprise. En revanche, moi, je les vois, les chefs d'entreprise. Et pour répondre à la première question, pourquoi on ne voit pas une vague de faillite? Parce qu'ils ont une volonté de ne pas perdre leurs entreprises, de ne pas perdre leurs emplois, et ils ont une volonté de se battre. Moi, je vois plutôt des chefs d'entreprise combatifs. C'est comme tout, il y en a certains qui comprennent qu'effectivement, il faut radicalement changer et vite, et d'autres qui aimeraient le faire mais qui n'en ont pas les moyens, mais le PGE est venu apporter une vraie réponse là-dessus, et d'autres qui n'en sont pas conscients. Ceux qui n'en sont pas conscients ou ne veulent pas en être conscients, et les erreurs que l'on commet, c'est avant tout de se mentir à soi-même. C'est un truc que je retiens du bouquin, c'est-à-dire qu'en fait, le déni de réalité, c'est se mentir à soi, c'est se mentir aux autres. Et ça, c'est la pire erreur, justement, quand on est en crise, et ne pas reconnaître qu'il y a crise. C'est celle qui est commise le plus souvent, mais elle se comprend, parce que le déni permet de supporter la culpabilité. Ça évite de se sentir coupable. Il y a toujours ce côté, vous savez, du failli. On a ce côté balzacien, en fait, sur le fait de faire faillite et d'être un failli. Donc, du coup, pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est très, très dur d'admettre son échec. C'est assimilé à un échec. Après tout, Churchill disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec. Tout ça, c'est très relatif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se ment à soi-même, donc on ment aux autres, et puis on rentre dans une narration en expliquant, avant les Gilets jaunes, ça allait très bien. Mais avant les Gilets jaunes, non, ça n'allait pas très bien. Ça a été des éléments très accélérateurs qui ont été très néfastes pour beaucoup d'entreprises, notamment du secteur du retail. Regardez à quelle vitesse les grandes chaînes sont tombées, vous voyez. Et effectivement, il y a des faillites qui n'en sont pas. Il y a des restructurations de dettes, des actionnaires qui sont venus réinjecter de l'argent, échanger leurs dettes contre des actions. Il y a eu beaucoup de restructurations. Ils vous appellent en mode last minute? Toujours. Le patron qui est dans le déni, tout d'un coup, il n'y est plus par la magie du Saint-Esprit. Tout d'un coup, il se dit, bon, il faut qu'on m'aide, ou est-ce que... Qui vous appelle à la rescousse? C'est très souvent les patrons, parfois les avocats, mais c'est souvent les patrons. Si, ils m'appellent généralement entre le vendredi 17h et le lundi 8h.
C'est-à-dire comme si le week-end était une espèce de mur absolument infranchissable et que là, ils se disent « Ok, je ne peux pas faire autrement ». Donc c'est vraiment une grande classique. C'est très dur cette décision de se dire « j'ai besoin d'aide ». Parce que je suis en difficulté. Et souvent, moi j'incite beaucoup, il y a des dispositifs dans les tribunaux de commerce de prévention aujourd'hui qui sont là pour aider les chefs d'entreprise, que ce soit les dispositifs de mandat ad hoc, mais de conciliation, de sauvegarde. Et ça évite les dépôts de bilan le plus souvent. Et ça permet d'être maître de sa propre restructuration. Après, un dépôt de bilan, le tribunal de commerce, ça ne fait pas tout. Si vous n'êtes pas rentable, vous n'allez pas vous rentabiliser en passant la porte du tribunal de commerce. Ouais, on entend ce mot de transformation qui est devenu largement un mot un peu balai. Enfin, voilà, sachant que en réalité, souvent derrière ce mot de transformation, dans la réalité, il y a souvent des plans d'économie, des cessions d'actifs. C'est pas ça une transformation. Ah, c'est surtout pas ça. Non, mais c'est souvent ça, non? Oui, c'est l'erreur qui est commise, c'est ça. On dit, j'ai fait un plan de transformation, un plan de retournement, j'ai fait du cost killing. Généralement, 18 mois après, on en paye les effets, on aura réduit le chiffre d'affaires, on aura perdu des marchés, parce qu'on commence par couper les budgets. Mais toutes les boîtes font, pardon, du cost killing et font de l'optimisation des coûts. C'est pas c'est une réalité, ça. Oui. C'est pas suffisant. Non, parce qu'en fait, la transformation, c'est pas ça. C'est 4 niveaux, très brièvement. Ouais. C'est des actions de performance. Mieux, plus vite, moins cher. C'est des actions d'allocation des ressources. Investir, savoir ce qui est rentable et ne l'est pas. Ça paraît idiot ce que je vous dis, mais chaque fois que j'arrive quelque part... Pardon, oui, mais quand c'est pas rentable, j'en sors ou j'arrête. Oui, mais les gens ne savent pas ce qui est rentable ou pas rentable chez eux. Entre je conçois, je produis, je vends... Oui, mais vous seriez étonné de voir que souvent cette réflexion n'est pas faite. Donc l'allocation des ressources est très importante. Il faut savoir arrêter ce qui n'est pas rentable, se concentrer sur ce qui est rentable et investir là où il y a de la valeur. Et puis vous avez un troisième niveau qui est le niveau du go-to-market, qui est le niveau du client, des besoins et de l'évolution de ses besoins. Et c'est ce niveau-là qui vous permet d'avoir l'expérience utilisateur, l'innovation, le digital. C'est là où ça intervient. C'est-à-dire, moi je n'aime pas, comme vous, les tartes à la crème, il faut se transformer numériquement, tout ira bien. Non, c'est un ensemble. On a vu comment des acteurs ont émergé pendant cette crise. Zoom, il va me parler de Zoom. Je vais vous parler de Zoom, parce qu'ils avaient ce qu'on appelle un go-to-market qui était très simple. Et puis vous avez un quatrième niveau. Un go-to-market, hein. Le go-to-market, le rapport avec son marché, donc l'adéquation avec les besoins de sa clientèle. Ouais. Et ça rejoint le challenger qui a disrupté des acteurs qui étaient là avant dans la visioconférence. Exactement. Voilà. Parce que il y avait les Microsoft, il y avait les Google, et pour le coup, ils se sont fait dépasser. Exactement, parce qu'avant, la visioconférence, vous le savez, hein, c'était un écran sur le mur dans une salle de réunion où il y avait le système de visio, et puis tout d'un coup, c'était sur son portable ou sur son ordinateur. Et donc, c'était quoi la clé du succès de Zoom, là? Une expérience utilisateur fabuleuse, de la haute def en fait qui passe avec une faible bande passante, et le fait que vous cliquez à peu près en 3 minutes, 4 minutes, vous avez votre système de visioconférence pour 15 € par mois. Ça a été un succès énorme. Et juste pour terminer, ce go-to-market, c'est-à-dire le rapport avec les clients, les besoins, il ne faut pas le dissocier des grands enjeux contemporains. Là aussi, vous allez me dire, c'est tarte à la crème, climat, biodiversité, partage de la valeur. Mais pourquoi? Parce que les générations Z, celles qui sont nées à partir de 97, sont en train de fabuleusement changer la donne. En 2025, génération Z, millennials, c'est 75% de la population active, d'accord? Et il ne faut pas oublier que Oui, mais c'est énorme. 75% de la population active en 2025. Mais ça va très vite, ça va très vite. Vous êtes sûr de petit calcul, là? Oui, ça va très très vite. Et vous allez voir, et ce sont ces générations qui sont en train aujourd'hui de vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et qui sont en train de pousser les choses. Donc si aujourd'hui vous fabriquez les choses comme avant et que ça marchait très bien, mais que tout d'un coup on considère que ce n'est plus cohérent avec les grands enjeux contemporains, demain vous ne serez pas une entreprise durable parce que vous ne serez pas responsable. C'est là où vous rejoignez cette notion-là. Se réinventer, encore une fois, mais ça prend du temps, se transformer. Ouais. C'est pas quand on vous appelle en mode last minute, mais derrière ça prend un temps. Ouais, il faut un vrai plan de transformation. Il faut 18 mois pour l'implémenter, quelque chose comme ça. Ah, pour commencer à l'implémenter ou pour l'avoir implémenté? Non, pour vraiment l'implémenter. Ouais. Après, il y a des choses qui ont des retours sur investissement plus longs, comme l'investissement. Mais il n'y a pas de transformation sans acteur du changement, pas de changement sans acteur du changement. Il faut le faire avec ses salariés. Ouais, c'est ça, pas d'extérieur. Faire adhérer les équipes. Ouais. Pas d'extérieur, en même temps, vous venez de l'extérieur, vous? Oui, pas d'extérieur. Sauf vous. C'est-à-dire, non.
C'est-à-dire que vous avez besoin de l'extérieur pour venir donner de la méthode ou oxygéner, au contraire. Mais surtout, si ça ne vient pas de l'intérieur, ce n'est pas une vraie transformation. Parce qu'on a besoin des sachants. Des sachants qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans les PME. C'est pas la pratique. On pense aux grands groupes, mais même dans les PME, les ETI, il n'y a pas cette. C'est pas la pratique. Et c'est pour ça qu'on dit dialogue social, RSE. Alors c'est des grands thèmes fourre-tout. Non, il faut impliquer les syndicats, il faut impliquer les collaborateurs. C'est la façon de responsabiliser. C'est la façon de réfléchir avec des gens. Ce qu'ils disent les patrons que vous rencontrez, que vous conseillez, quand vous leur dites ça. Il faut leur faire comprendre et après ils comprennent et ils voient les effets. Parce que vous faites adhérer les gens. Le changement est mieux accepté s'il est partagé. Vous savez, le plan stratégique que vous remettez en disant qu'il faut implémenter ça, ça ne marche jamais. C'est l'échec assuré, si vous voulez. Donc, et pourtant, ça reste une monnaie courante, ça, comme pratique, non? Oui, mais ce n'est pas forcément les grands plans stratégiques, vous savez, avec les noms type Goldorak, etc. Et généralement 2025, 2030 ou 2050. Dans les grands groupes, on n'a que ça, pardon. Il n'y a que ça. Ouais, je ne suis pas persuadé que ce soit bien. Je pense que c'est beaucoup mieux quand la réflexion vient de l'intérieur. Moi, je dis toujours c'est une maïotique. Je prends ce terme socratique de la philosophie grecque. C'est l'art d'accoucher les esprits. Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent, ce sont les gens qui sont au plus proches des détails et qui connaissent le fonctionnement de l'entreprise. Donc, on a besoin d'eux. Et c'est une façon pour eux d'implémenter la transformation qui sera décidée. Est-ce que cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée, évidemment, est-ce que ça va vraiment rebattre les cartes? Au-delà d'on voit des secteurs qui sont en souffrance, en difficulté, d'autres qui se portent à peu près bien, d'autres qui vont vraiment mieux. Est-ce qu'au sein des secteurs, vraiment, les cartes vont être rebattues ou pas? Énormément, énormément. Parce que là, les entreprises ont Donnez-moi quelques exemples. Non, les entreprises ont compris que agilité et organisation apprenante, c'était des choses qui étaient nécessaires. Et vous seriez étonnés, moi je les vois, les chefs d'entreprise. J'ai été au contact de plus de 2000 chefs d'entreprise depuis le 15 mars. Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse il y a eu cette volonté de se battre, mais cette agilité qui a été faite. Donc c'est beaucoup plus sur la méthode. Après, il y a des secteurs, si on parle des secteurs, parce que tous les secteurs sont différents, qui sont obligés de se remettre en question fondamentalement et beaucoup plus vite que ce n'était prévu, comme le secteur de l'automobile ou le secteur de l'aéronautique. Moi, je trouve que la grosse erreur dans l'aéronautique, c'était d'avoir coupé les investissements. Parce qu'au contraire, je ne pense pas que le trafic aérien s'arrête. Je pense que pendant 2 ans, 3 ans, enfin ce que disent les experts, jusqu'en 2023, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué. Mais au contraire, les avions avec des faibles émissions carbone, ce genre de choses, c'est ça qui est devant nous. Mais les boîtes, pardon, quand elles sont en difficulté, qu'est-ce qu'elles font? Elles resserrent les coûts, elles coupent les investissements. Enfin, c'est pas un passage obligé, ça? Mais on n'a jamais eu autant d'argent sur la planète. L'argent est devenu une commodité. D'accord. Et moi, quand j'entends d'ailleurs parfois des économistes ou des commentateurs disent tout ça se fait avec de la dette, moi j'ai tendance à dire non, ça se fait avec de la monnaie. On imprime de la monnaie comme avant. Il faut juste que cette monnaie soit productive, qu'elle serve à quelque chose. Oui, voilà. Mais en tout cas, de l'argent, il y en a. Les fonds d'investissement regorgent d'argent. Les États regorgent d'argent, ils n'ont plus qu'à l'imprimer, si vous voulez. Donc oui, c'est pour ça que je dis, et ça reprend la discussion d'avant sur les plans d'aide de l'État et ce genre de choses, il faut flécher pour transformer les entreprises vers des modèles durables, pour des entreprises qui soient plus résilientes, plus grandes, plus fortes. Mais même des PME, encore une fois, qui au quotidien ont le nez collé au guidon et qui ne se posent pas ces questions, et quand souvent elles doivent se les poser. Elles doivent se les poser. Admettez que c'est pas facile quand on a déjà beaucoup de choses à gérer, quand on est chef d'entreprise. C'est très compliqué. Et d'un autre côté, moi, je suis assez optimiste parce que les chefs d'entreprise sont avant tout des entrepreneurs. Et là, ils ont compris très, très vite les choses. Vous savez, le 15 mars, le 16 mars, il y a des entreprises qui travaillaient, qui faisaient du chiffre d'affaires, il y en a d'autres qui n'en faisaient pas. Et je pense que pour beaucoup d'entre elles, ça les a fait réagir. Partout où je passe, les mêmes erreurs. C'est signé Arnaud Marion, préfacé par Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI. Lire aux éditions Erol. Merci beaucoup. J'y pense à un truc. Se diversifier, c'est pas se transformer. On pourra en parler des heures, évidemment, mais non, mais quand on se dit ouais, on va ouvrir cette nouvelle activité, non. Quand on se diversifie, il faut se diversifier, mais c'est pas ça une transformation. Oui, mais non, parce dans ce cas-là, on est en train de transformer autour. Donc, il faut transformer le core business. Voilà. Bon, on en reparlera une prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bye, au revoir.